vague de solidarité. Et c'est pourquoi il nous a semblé important de rassembler les chercheurs dont les travaux portent sur ces problématiques de ce large champ de recherche. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir professeur Karl Bouchard. Et professeur Karl Bouchard est professeur titulaire au département d'histoire de l'Université de Montréal. Ses travaux portent sur l'histoire de la paix et du pacifisme au XXe siècle, en particulier sur la mobilisation citoyenne en faveur de son établissement. Il dirige actuellement un projet multidisciplinaire de recherche financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada sur l'engagement pour la paix au Québec depuis la fin du XIXe siècle. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages et consacrés à la problématique du pacifisme. Il a publié notamment en 2015 Cher Monsieur le Président, quand les Français écrivent à Woodrow Wilson, et le plus récemment, La paix malgré tout, qui nous permet de découvrir les différentes initiatives qui ont été faites au XXe siècle pour avoir un monde avec un peu plus de paix. Et grâce à Karl Bouchard, nous pourrions aujourd'hui nous pencher sur le moment wilsonien avec l'intervention intitulée Que faut-il pour bâtir la paix? Solidarité au sortir de la Première Guerre mondiale. Karl Bouchard, je vous remercie infiniment et je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour la gentille présentation. Merci aux organisatrices et à l'organisateur. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de rester dans les temps. Alors, si jamais vous voyez que je déborde, n'hésitez pas à me le dire. J'avais beaucoup de choses à dire, alors j'ai beaucoup réfléchi à comment je pouvais tourner cette question de la solidarité au sortir de la Première Guerre mondiale. Et je sais que Irène, à notre précédente rencontre, a parlé justement de ce moment à Wilson. Je vous garantis, je vais en parler un peu, mais j'ai décidé de choisir un angle un peu différent dans la présentation et me concentrer sur deux individus extrêmement importants de la fin de la Première Guerre mondiale, qui ont été au premier plan là, de la réalisation du nouvel ordre mondial qui se construit en 1919 à travers la Société des Nations. Donc, je vais me concentrer sur Wilson dans un premier temps, effectivement, donc le président américain, mais aussi sur Léon Bourgeois, que vous connaissez sans doute ici très bien, et sur leur confrontation, un moment très particulier de leur relation qui s'est déroulée pendant la conférence de la paix et qui, pour moi, représente bien une tension ou en fait des visions qui peuvent être contradictoires, mais qui sont aussi, dans une certaine mesure, complémentaires de la solidarité en vue de la construction d'un ordre mondial après la Première Guerre mondiale. Donc, c'est un peu l'objectif de ma présentation. Je vais lancer euh, la présentation pour que vous ayez donc un petit soutien visuel. Et je vais commencer par une notice nécrologique, tiens, pour lancer le bal. Une notice nécrologique qui a été rédigée par un grand internationaliste américain, James Brown Scott, au moment de la mort de Léon Bourgeois. Donc, Léon Bourgeois meurt en septembre 1925. Et puis, James Brown Scott, qui est un internationaliste américain, professeur de droit, juriste à l'Université de Columbia, lui écrit une notice donc dans le American Journal of International Law. Et à la fin de la notice, fait référence à cet épisode dont j'aimerais parler. Alors, Léon Bourgeois, je le cite, fut délégué technique de la France à la conférence de la paix de Paris, représentant ou plutôt formulant le point de vue de son gouvernement quant à la Société des Nations. Il en était le porte-parole dans la commission désignée pour son examen, dirigée par nul autre que Woodrow Wilson, alors président des États-Unis. Il y eut des divergences d'opinion entre ces deux grands défenseurs de la Société des Nations quant à sa mise en application, mais le comité du prix Nobel a reconnu leur service en décernant en 1920 donc le prix de la paix à M. Wilson et en 1919, en décernant en décembre 1920 le prix de la paix à M. Wilson pour l'année 1919 et à M. Bourgeois pour l'année 1920. Donc, il est assez révélateur que euh, Scott ait parlé de cette divergence d'opinion entre ces deux grandes figures, ces deux grands pères de la Société des Nations, parce que leur confrontation, donc au moment de la commission de la Société des Nations, durant la conférence de la paix, est assez euh, euh, importante. Euh,
et il a marqué des esprits, en fait. Donc, et 5 ans plus tard, 5, 6 ans plus tard, Scott en reparle encore. Pourquoi? Parce que ce sont deux conceptions de l'ordre mondial qui se sont affrontées dans un contexte qui, lui, est absolument exceptionnel, absolument unique, parce qu'il a fallu en 1919 à la fois faire cesser la guerre et puis essayer de penser la paix et penser un ordre mondial comme on ne l'avait jamais fait, ou à une ambition jamais euh, euh, déployée auparavant. Alors, c'est ce contexte-là et c'est cette confrontation que j'aimerais mettre en lumière. Et vous verrez à travers ça, justement, des visions différentes de la solidarité internationale en faveur de la paix pour des millions d'individus, en fait, qui se reconnaissent dans l'un et dans l'autre à partir de 1919. Effectivement, le contexte est exceptionnel. On a parlé tout à l'heure rapidement du moment Wilson. C'est un moment particulier puisque le président américain en vient à incarner l'idéal de paix pendant la Première Guerre mondiale, puis au terme de la Première Guerre mondiale. Là, j'ai mis simplement quelques images. Son arrivée à Paris le 14 décembre 1918 et le même jour, donc, le journal L'Humanité qui salue son arrivée. Alors, vous voyez qu'on fait des hommages à l'apôtre du droit, les socialistes, les communistes français sont absolument en adoration devant Wilson. Ça ne durera pas, hein, ça va s'étioler durant l'hiver 1919, mais à ce moment, il est le héros. Il est, comme l'a dit Erez Manela, et j'en parlerai tout à l'heure, il est l'homme politique mondial, peut-être celui dont on connaît la figure, celui dont on connaît le plus la figure à travers le monde à l'époque. Et cette arrivée est exceptionnelle, notamment parce que Wilson a décidé personnellement de diriger la délégation américaine au moment de la conférence de la paix. C'est la première fois qu'un président américain en exercice quitte l'Amérique. Et donc, son arrivée en Europe est un phénomène en soi. Et le jour de son arrivée à Paris, il y a plus d'1 million de personnes qui l'accueillent. La veille à Brest, c'était des centaines de milliers de personnes qui l'avaient accueilli. Il est vraiment le héros du jour et le héros pour les semaines qui vont suivre. Cette vague d'amour pour Wilson et de Wilson Manie, eh bien, elle a été traitée notamment par Erez Manela dans un contexte très particulier. C'est dans le discours de Wilson sur l'anticolonialisme et comment Wilson a ouvert, dans une certaine mesure, dans le monde occidental, la boîte de Pandore de la fin des empires et à quel point ces paroles pour l'autodétermination, qui ont été interprétées évidemment de façon beaucoup plus large que ce que Wilson voulait dire, comment ses propos sur l'autodétermination en sont venus à incarner justement tout un changement, un moment de bouleversement de l'ordre international en 1919. J'en ai traité de mon côté et puis vous y avez fait référence tout à l'heure, donc il y a quelques années dans un ouvrage qui s'est intéressé aux milliers de Français qui ont écrit au président américain en 1918 et 1919. Et c'est un phénomène qui est assez spectaculaire, hein. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, en fait, il n'y a pas, il y a pas d'autres épisodes, en fait, du début du siècle où on a, comme ça, par milliers, écrit à un homme politique étranger pour parler de la paix. Et puis, dans cet ouvrage, j'examine toutes les figures que représente Wilson, à la fois le confident, le sauveur de la France, le sauveur des individuels aussi, des causes individuelles, celui qui viendra apporter la paix et apporter le bonheur aux Français. Donc, il y a beaucoup d'espoir que l'on retrouve dans ces lettres écrites à Wilson. Et je tenais à montrer à quel point cet homme en vient à incarner tout un nouveau monde. Euh, ce qui est intéressant avec Wilson, c'est son caractère, le caractère contradictoire de sa personnalité et de ses paroles. Vous savez, Freud a même fait dans les années 30 un petit livre sur la personnalité psychologique de Wilson. C'est quelqu'un qui a généré beaucoup de réflexions sur sa politique, comment il est parvenu et comment il a échoué aussi à promouvoir son projet. John Maynard Keynes, le grand économiste britannique, a été un de ceux qui a travaillé à établir la légende noire quant à Wilson. John Maynard Keynes, qui a quitté la conférence de la paix, il était délégué dans la délégation britannique et qui écrit des mots très durs sur Wilson à ce moment. Je vous le cite. Wilson n'avait pas de plan, pas de projet.
pas d'idée constructive pour insuffler la vie au commandement qu'il avait fièrement proclamé à la Maison-Blanche. Donc, ce que dit John Maynard Keynes, c'est que Wilson, en fait, est arrivé avec des beaux principes, mais n'a jamais été capable de les matérialiser, de les opérationnaliser. Et c'est vrai que à partir de 1916, 1917 surtout, Wilson parle beaucoup de l'organisation de la paix, de la nécessaire organisation de la paix après la Première Guerre mondiale. Par contre, il est resté extrêmement évasif sur les formes que pouvait prendre cette organisation internationale. Euh, et il est resté aussi, et il a parfois eu des propos contradictoires aussi sur la matérialisation de cet ordre mondial. C'est ce qui a contribué à la critique, aux critiques nombreuses envers Wilson. Euh, des critiques qui, depuis quelques années, sont nuancées. Et un auteur en particulier, Trygve Trondveit, qui a publié donc il y a quelques années Power Without Victory, a essayé de remettre en cause cette légende noire d'un Wilson un peu brouillon, incohérent, qui parle de paix, mais qui, dans le fond, n'a pas vraiment de vision claire de la mise en place de cet ordre. Et en fait, ce qu'a fait Trondveit, c'est de retrouver dans Wilson les traces de William James, qui est un philosophe assez important de la fin du 19e siècle, un philosophe pragmatique qui a influencé énormément de penseurs américains du début du siècle, que ce soit Jane Addams, par exemple, W.E.B. Du Bois, Walter Lippmann, se sont tous, à un moment donné de leur carrière, réclamés de la philosophie pragmatique de William James. Je vais la résumer rapidement, mais l'ouvrage de Trondveit est très intéressant parce qu'il montre à quel point ce que propose James et la vision politique, la philosophie politique de James se retrouve dans les paroles de Wilson et dans la façon dont Wilson interroge les relations internationales. Alors, j'en ai résumé quelques points ici. Donc, pour James, euh, les politiques, les institutions, les idées sont fondamentalement historiques. Et donc, elles sont faillibles et perfectibles. Ça veut donc dire qu'elles sont toujours en évolution. Et puisqu'elles sont en évolution, eh bien, l'action politique répond à cette évolution. L'action politique est donc par conséquent toujours une expérience qui est constamment renouvelée et qui est toujours une vérité provisoire et imparfaite. Et l'objectif de l'homme politique, c'est de toujours sentir cette vérité temporaire, provisoire et imparfaite et de la faire évoluer au fur et à mesure de l'évolution des idées d'une société. Pour James également, les idées ont une capacité performative. C'est ce qu'il va appeler the will to believe. Et Wilson va utiliser ses propres mots, the will to believe, c'est-à-dire la capacité de croire en quelque chose qui fait avancer les idées et donc qui provoque l'expérience politique. Et ces idées sont éclairées à la fois par l'expérience l'expérience passée, mais aussi par la délibération commune, ce que William James appelle the common council et ce que Woodrow Wilson va appeler l'opinion publique et plus généralement l'opinion publique mondiale lorsqu'il parlera des affaires internationales. La conséquence de cette vision, là, je schématise évidemment, on pourra en parler un peu plus tard, c'est que l'ordre, qu'il soit social, l'ordre intérieur, l'ordre international, est constamment en ébullition, en évolution, donc il est fluide, il est toujours en ébullition. Wilson parlera de l'ordre mondial comme d'une chose vivante ou d'une chose élastique, et donc systématiquement en ébullition, en mouvement. Alors, ces idées de William James que Wilson va récupérer, eh bien, vont provoquer chez lui une politique, une vision politique comme une expression organique et toujours en reconstruction des valeurs sociales. Et la moralité d'une action politique pour Wilson se mesure à la capacité de répondre donc aux valeurs d'une société à un moment donné. Et au cœur de ce dispositif, donc je rappelle, il y a le principe de la délibération ou de l'opinion publique mondiale. Alors, ce que Trondveit défend dans son ouvrage, c'est que, au contraire de ce qu'on croit, Wilson est resté assez cohérent, en fait, dans sa vision politique. C'est qu'il a cherché, avec des maladresses, il est vrai, à bâtir un ordre mondial, donc à l'image de cette philosophie politique, c'est-à-dire toujours capable d'évolution, euh, et par conséquent profondément moral. Donc, et comme je l'indiquais, donc vivant et élastique. Wilson dira à un moment donné, par exemple, je ne veux pas que les juristes
rédige le traité de Versailles. C'est ce qu'il dira à ses conseillers, parce que pour lui, plus le droit s'immisce dans les relations entre les États, plus il rigidifie ces relations et plus donc l'organisation internationale est incapable de s'adapter à la constante évolution des questions internationales. Alors, ça permet de mieux comprendre pourquoi Wilson, par moment, a, euh, a semblé en contradiction donc, dans ses propres propos et aussi pourquoi il a refusé systématiquement euh, de, euh, d'accroître la portion légale ou juridique de l'ordre international. Alors voilà le propos là, très, très rapidement schématisé de ce qu'on pourrait qualifier donc de la philosophie politique de Wilson et son approche de l'ordre international au terme de la Première Guerre mondiale. De l'autre côté, on a Léon Bourgeois. Léon Bourgeois, vous le connaissez, j'en suis sûr, personnage important de la vie politique française de la fin du 19e siècle. Le projet politique de Bourgeois, au contraire de celui de Wilson, a une cohérence beaucoup plus manifeste. Marc Sorlot, le biographe de Bourgeois, dit qu'il est un moraliste en politique, le présente comme un moraliste en politique, ce qu'on conçoit tout à fait aisément. En même temps, dans cette confrontation entre Bourgeois et Wilson, je verrai plutôt Wilson comme le moraliste et Bourgeois comme le légaliste. Donc, ce sera dans ce cas-ci des qualificatifs différents. Mais toute la vision internationale de Bourgeois est tournée vers la pénétration progressive du droit dans les rapports internationaux. Et tout ça vient de sa propre philosophie politique que vous connaissez, j'en suis sûr, c'est celle du solidarisme. Alors, Léon Bourgeois s'est fait connaître à la fin du 19e siècle, en particulier dans l'espace international, par deux ouvrages importants, fin 19e, début 20e, donc Solidarité, qui est celui où il expose la doctrine du solidarisme, et puis en 1910, un ensemble de discours qu'il a publié sous la forme d'un ouvrage qui s'appelle Pour la Société des Nations. Et donc, ça fait de lui un peu une des figures tutélaires du projet d'organisation internationale en 1919. Alors, pour Bourgeois, une société, peu importe l'échelle, s'établit grâce à l'interdépendance entre les unités qui composent cette société. Et cette solidarité, elle est encadrée par des règles. Elle est encadrée par des règles sociales. Et ces règles sociales, s'incarnent par le droit. Cette solidarité, elle est aussi intergénérationnelle, c'est-à-dire que les liens qui se forment entre les individus, ce sont des liens à la fois passés et futurs. Donc, on construit sur des liens, mais c'est la construction de ces liens qui détermine également le futur d'une société. Ce qui fait que les individus, pour Bourgeois, ont une dette sociale. Et donc, il y a une obligation de chacun envers tous les autres, mais une obligation qui ne résulte pas d'une décision arbitraire, c'est simplement, dit Bourgeois, la contrepartie des avantages que chacun retire de l'état de la société. Et cette dette sociale, pour Bourgeois, elle est donc légitime, elle est naturelle, et elle n'empiète pas sur la liberté humaine. Au contraire, c'est cette solidarité qui garantit la liberté humaine. Corollaire de cette question de la légitimité de la dette sociale, c'est que la solidarité, qui est induite par le droit, incarnée par le droit, ne conduit nécessairement à l'idée qu'il y a des sanctions. Et ces sanctions sont légitimes également en fonction donc, de la structure de la solidarité. Autrement dit, donc, le droit sanctionne ceux qui enfreignent les règles fixées collectivement. Ce caractère là, transactionnel du système de la solidarité chez chez Bourgeois, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle n'empiète pas donc sur la solidarité, sur la liberté humaine. Alors, du national à l'international, le droit pour Bourgeois sanctionne ceux qui enfreignent les règles qui sont fixées collectivement, mais ces règles, je le rappelle, ne sont pas un empiètement sur la liberté. Alors, vous comprendrez que ce que Bourgeois va faire lorsqu'il va apporter cette idée-là au niveau international, c'est de dire que la souveraineté des États, par exemple, n'est pas, n'est pas remise en cause
par les règles et par le droit et par les sanctions qui sont fixées dans l'ordre international. Au contraire, c'est grâce à tout ça que la liberté des États et la souveraineté des États est garantie. Alors, cette vision, vous le voyez, qui part d'un principe analogique, hein, que ce qui régit les sociétés au niveau national, à plus petite échelle, peut également être projeté à l'international. Donc, cette vision très analogique de l'ordre social et de l'ordre politique, eh bien, Bourgeois va la mettre en application dans les années 1918-1919, notamment à travers une commission, la commission française, qui est chargée de réfléchir à l'établissement de la Société des Nations. Et c'est Bourgeois qui va présider cette commission en France et qui va lui insuffler donc sa vision. Alors, le moment est quand même important et c'est pourquoi on parlait tout à l'heure du moment Wilson, mais c'est pour la première fois dans l'histoire, en réaction à l'horreur de la Première Guerre mondiale, il n'est plus utopique de croire que les États puissent rejeter l'anarchie qui caractérise les relations internationales et entrer en société, comme le propose Bourgeois, au nom de la paix. Alors évidemment, les avis sont tout à fait partagés au sein de la commission de Bourgeois, mais au sein aussi du milieu internationaliste, sur la pertinence d'assurer la sécurité, de garantir la paix au moyen du droit international, de la question des sanctions, de ce qui va déterminer le comportement des États. Mais à la commission pour la Société des Nations, commission française, et aussi à la commission de la Conférence de la paix, Bourgeois va systématiquement rejeter des critiques qui reprochent aux légalistes, hein, à ceux qui sont en faveur de l'approche juridique des relations internationales, systématiquement reprocher aux légalistes leur idéalisme et va insister au contraire sur le réalisme de l'approche juridique. Euh, et Bourgeois va systématiquement dire à la conférence, seul le droit peut établir la paix. Et à cette critique que cette approche est idéaliste, Bourgeois va répondre, mais qu'est-ce qui est réel en fait? Qu'est-ce qui est réaliste en 1919? Euh, la guerre est tragiquement réelle. Et est-ce qu'il est réaliste de soutenir que la pratique des relations internationales qui a mené à la guerre sera encore la pratique des relations internationales après la guerre? Est-ce bien réaliste quand on regarde l'hécatombe de la Première Guerre mondiale? Donc, pour Bourgeois, c'est une profonde prise en compte de la réalité qui, justement, le pousse à oser une action radicale dans les relations internationales, qui est celle de l'établissement d'un véritable droit avec sanction. Alors, ces deux visions de Wilson, beaucoup plus organiques, beaucoup plus en évolution systématique, très critique quant à l'approche juridique, et la vision de Bourgeois qui, elle, implique le droit, implique les sanctions, implique donc une approche plus, comment dire, fixée et déterministe des relations internationales, va entrer en confrontation à la conférence de la paix en 1919, donc durant l'automne, durant l'hiver et le printemps 1919. Bourgeois et le co-délégué Fernand Larnaud, aussi juriste français, vont tenter à la conférence, à la commission de la Société des Nations, vont tenter systématiquement de convaincre leurs interlocuteurs de doter l'organisation internationale d'un système de sanctions, d'un système de bras armés ou de police internationale qui puisse faire respecter les décisions de l'organisation internationale qui sera mise en place en 1919. Et systématiquement, Wilson y oppose des contre-arguments. Premièrement, que le Sénat américain refuserait à coup sûr de ratifier une entente qui empiéterait sur la souveraineté internationale et qu'aucune nation, de toute façon, n'accepterait de voir sa propre souveraineté remise en cause. Et le duel entre Bourgeois et Wilson augmente au fur et à mesure des semaines, puisque pour Bourgeois, les arguments de Wilson sont des faux fuyants, en fait. Et pour lui, la souveraineté, je le cite ici dans ma diapositive, la souveraineté de chacun des États n'est pas une notion absolue. Donc, toujours cette idée-là de
euh, de la contradiction et du refus d'un dogme qui est celui de la souveraineté nationale. Au fur et à mesure des discussions, Bourgeois et son co-délégué, donc Larnaud, vont réduire la portée de leur proposition. On va parler au départ d'une forme de police internationale, puis on va parler dans les discussions, dans les négociations, finalement d'un état-major international, puis on parlera d'une commission de surveillance qui sera chargée du respect des engagements des États. Et chaque fois, les propositions de Bourgeois sont remises en cause euh, euh, et sont contraintes par un vote. Mais aucune, en fait, n'est finalement considérée. Alors, peu à peu, on sent la vexation de Bourgeois dans les négociations. Et cette vexation, elle est bien perceptible le 28 avril 1919, lorsque on présente en séance plénière de la Conférence de la paix le pacte de la Société des Nations. Alors, à ce jour officiel donc de l'adoption du pacte, Bourgeois va prendre longuement la parole. Et c'est en fait un barreau d'honneur de quelqu'un qui a passé des mois à essayer de défendre une vision et qui se heurte à une incompréhension de la part de Wilson. Et il fera un très long discours. Et dans ce discours, il va très souvent citer les propres propos de Wilson pour montrer justement les contradictions de Wilson et mettre Wilson devant ses propres paroles. C'est un des moments les plus saisissants, en fait, de la conférence de paix. Bourgeois va détailler pendant de longues minutes ce qu'il considère être les graves lacunes du pacte de la Société des Nations et va proposer une série d'amendements qui, à son avis, pourraient les combler. Mais plus fondamentalement, Bourgeois s'en prend à ceux qui refusent de reconnaître la nécessité d'une approche juridique et la nécessité des sanctions, qui pour lui sont fondamentales dans l'ordre et qui, je le cite, permettent beaucoup plus que l'influence morale de l'opinion publique, donc c'est ce qu'il va dire à propos de Wilson, de garantir la paix. Donc, c'est des pics assez directs qui sont adressés à Wilson. Et pour ce qui est de l'argument de la souveraineté nationale, eh bien, comme on le voit, il reviendra sur cette idée que la souveraineté n'est pas une notion absolue, en particulier à l'heure où toute l'énergie doit être portée à l'établissement de la paix. Et le sénateur va conclure son intervention par une phrase très forte sur la Société des Nations. Je la cite. Donc, la Société des Nations, la France la voit non seulement comme une nécessité pour elle-même, mais comme une nécessité pour le genre humain. Et elle sait que les sacrifices qui peuvent être nécessaires à l'établissement de la Société des Nations n'ont rien qui puisse être comparé aux sacrifices qui deviendraient nécessaires s'il n'y avait pas la Société des Nations. Un peu d'abandon de son indépendance d'action ne peut pas être mis en parallèle avec l'incessante menace d'une autre catastrophe. Et donc, pour Bourgeois, il est nécessaire que tous, au nom de la solidarité internationale, empiètent un peu sur leur souveraineté, en fait, ou remettent en cause le dogme de la souveraineté pour garantir leur souveraineté au niveau international. Là, le long discours de Bourgeois se termine de façon très abrupte lorsque le ministre des Affaires étrangères français, Stéphane Pichon, qui prend la parole dans la foulée de Bourgeois, annonce que la France va accepter en tant que telle, donc sans modification, le pacte de la SDN qui est proposé par Wilson, c'est-à-dire sans discuter donc des amendements de Bourgeois. On sait que cette décision est très politique. Elle vient donc de Clémenceau, qui souhaitait surtout euh, permettre à Wilson de construire son projet de Société des Nations afin de garantir la sécurité de la France dans un pacte tripartite d'après-guerre. Mais l'incident de Bourgeois du 28 avril 1919 se termine de façon très humiliante pour Bourgeois, mais répond là à un calcul politique du gouvernement français. Alors, je vais terminer rapidement parce que je vais déjà trop vite. En me posant la question qui est l'apôtre de la paix en 1919. Alors, l'affrontement des points de vue entre Wilson et Bourgeois pose en fait la question de la finalité du nouvel ordre mondial. À Paris, que défendaient les deux hommes? Donc, l'Américain, Louis Wilson, concevait la politique comme un espace en constante évolution qui résulte donc de la prise en compte des valeurs sociales, du caractère performatif des idées.
Et autant Wilson est resté imprécis en 1918-1919 sur la façon dont concrètement il envisageait l'établissement du nouvel ordre, autant il a toujours insisté pour que ce nouvel ordre mondial fasse deux choses en particulier, garantisse l'indépendance territoriale, l'intégrité territoriale des États et garantisse la souveraineté des nations. La réalité, en fait, c'est qu'à Paris, celui qu'on présentait comme l'apôtre de la paix, hein, on a vu le texte dans le journal L'Humanité, s'est posé surtout en grand défenseur de la souveraineté. Et donc, à mon avis, et là je quitte le domaine un peu de l'histoire, mais pour moi, il a cessé de répondre à ce moment-là aux valeurs sociales des hommes et des femmes qui exigeaient justement un réel engagement des États pour la paix et exigeaient des concessions et des sacrifices pour justement construire la paix mondiale. Et en restant pris sur le principe de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États, Wilson, à mon avis, n'a pas répondu à la demande populaire qui était celle d'un bouleversement des relations internationales en faveur de la paix. Et de l'autre côté, Bourgeois, lui, n'a jamais dérogé à son principe qui a guidé tout au long de sa carrière son action politique, c'est-à-dire qu'au cœur du vivre ensemble réside une solidarité et que il faut, à travers cette solidarité, construire un droit, et sans droit tangible, aucune société n'est viable. Et donc, en restant fidèle à ces principes jusqu'à la limite du décorum diplomatique, hein, on le voit en avril 1919, Bourgeois est apparu pendant ces quelques mois, en fait, comme celui qui a beaucoup plus capté la voix et les espoirs des millions d'hommes et de femmes qui refusaient que les règles qui régissaient les relations internationales avant la guerre soient encore celles qui régissent les relations internationales après le conflit. Et donc, le 28 avril 1919, l'entêtement de Bourgeois à utiliser les propres mots de Wilson afin de défendre justement sa vision d'un monde qui serait débarrassé du fléau de la guerre, me pousse à dire en fait que le véritable apôtre de la paix en 1919, au printemps 1919, c'est bien davantage Bourgeois que Woodrow Wilson, parce que c'est sa façon de voir la solidarité mondiale qui, à mon avis, répondait bien davantage aux aspirations populaires qui étaient exprimées depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, je m'arrête, je sais que j'ai trop parlé et que j'ai parlé trop vite, mais ça nous permettra un peu, j'espère, de discuter par la suite. Merci de m'avoir écouté. Merci, merci beaucoup infiniment, Karl Bouchard. C'était passionnant et je pense que je vais ouvrir tout de suite le débat et je vais laisser la parole à la salle tout d'abord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'exprimer? Ah, Hussein, pardon. Alors, Est-ce que Hussein. c'est un applaudissement ou une Ah, un volonté de prendre la applaudissement. parole? Voilà, c'est ça. Oui, c'est pour lever la main. Oui, bonjour monsieur. Et vous m'entendez Bonjour. bien, non? Oui. D'accord, d'accord. Alors, merci beaucoup pour votre exposé. Euh, Moi, j'aimerais vous poser une question justement sur Wilson Mhm, et sur euh, cet aspect-là qu'il n'a pas vraiment répondu aux besoins des gens, à l'espoir des gens, etc. mhm, Là, je pense notamment donc effectivement à l'organisation des sociétés des nations et aussi au principe d'autodétermination. Donc, on sait que Wilson voulait construire un ordre international, donc la S2N, pour garantir l'indépendance mutuelle des États et aussi donc de répondre aux aspirations de l'opinion publique. Et pourtant, on voit qu'après la guerre, les vainqueurs se répartissent les colonies allemandes, aussi les territoires ottomans, pardon, et aussi le principe d'autodétermination, euh, il est appliqué de manière arbitraire, mhm, inégale. Donc, on l'applique parfois en Europe, mais pas, par exemple, le peuple arabe, par exemple. Donc, on voit donc qu'on bloque les aspirations nationales de plusieurs peuples. Donc, c'est plutôt une question provocatrice. Donc, ne peut-on voir une contradiction donc, avec cette solidarité de Wilson au peuple qu'il exprimait avec le principe d'autodétermination? mhm. Oui, oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. Ah, je vous vois maintenant. Oui. Euh, c'est le cœur de l'ouvrage d'Erez Manella, en fait, c'est de montrer la, la, le,
l'incroyable boîte de Pandore que Wilson a essayé a ouvert sans jamais avoir réalisé en fait ce que ça pouvait provoquer. Euh, et surtout, ce que montre Manella dans son ouvrage, c'est à quel point Wilson est quand même euh, 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 inspiré fortement par le racialisme, par des notions impériales occidentales. Et donc, son discours n'a de portée, en fait, que dans le monde occidental. Ce qui l'intéresse, c'est l'autodétermination des Tchèques, des Hongrois, des peuples de l'Europe centrale, des Roumains, mais pas l'autodétermination des populations coloniales soumises au joug impérial des Occidentaux et certainement pas l'autodétermination de la population noire américaine, par exemple. C'est-à-dire que son discours s'adresse à un groupe en particulier de la population mondiale et que euh, il s'est exprimé et que ses paroles ont été récupérées par les mouvements nationalistes de par le monde, que ce soit de l'Asie de l'Est au monde oriental, à l'Afrique. Justement, ces paroles ont été récupérées et quand on lui écrit, justement, quand on lui envoie des adresses, quand on lui envoie des pétitions, on utilise les propres mots de Wilson à ses propres fins en essayant justement de dire, mais regardez, vous parlez de l'autodétermination, vous parlez de l'émancipation et de la fin des empires, eh bien, nous sommes là pour vous. On vous écoute, vous êtes notre apôtre, notre héros de la libération. Donc, c'est quand Wilson a pris conscience de la portée de ces paroles qu'il est justement, qu'il a tenu à ne jamais matérialiser véritablement son projet politique. Et c'est pourquoi il est resté très, très flou sur la forme que pourrait prendre le projet politique pour éviter justement de perdre le contrôle de ses propres paroles, en fait, des propres actions. L'autre point qui avait été déjà mis en valeur par Arnaud Meyer il y a plusieurs décennies, c'est que tout le propos de l'autodétermination de Wilson est en réaction à celui de Lénine sur l'autodétermination. Et par exemple, la première fois que Wilson a utilisé le terme autodétermination, c'est quelques mois après Lénine. Et qu'il y a là aussi toute une joute idéologique qui se met en place et qu'il s'agit en fait de récupérer une partie de la proposition émancipatrice des bolcheviks à ses propres fins. Donc là, il y a vraiment plusieurs choses qui se mettent en place là, à l'époque pour comprendre le contexte justement de ce discours anticolonial. Et ce qu'on a reproché beaucoup à Erez Manella par la suite, c'est d'avoir fait encore de Wilson l'acteur de la décolonisation, en disant, mais non, en fait, ce processus de décolonisation, ce discours anticolonial, il était déjà bien présent avant Wilson, mais Manella a raison, c'est en lui donnant une portée internationale, c'est le premier homme politique qui véritablement prend ce genre de discours à bras-le-corps avec Lénine. Eh bien là, c'est clair que ça a ouvert effectivement tout un espace de discussion. Mais c'est très contradictoire, effectivement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci. Et je ne sais pas si avant d'autres questions, est-ce que je peux rebondir à cette question, en fait, en prolongeant? Parce que je trouve que c'est assez intéressant ce que vous avez essayé de montrer, justement, qu'il pensait plus dans ces concepts, c'était plus une vision idéaliste que politique, stratégique, économique. Il n'a pas envisagé des choses. Mais je me demande ici, par rapport à ce principe d'autodétermination, bien sûr, par rapport à l'espace colonial, mais il y avait déjà des espaces coloniaux à l'intérieur de l'Europe, sous l'Empire austro-hongrois, sous l'Empire russe, la Russie quand même. C'était aussi une vision de penser à la solidarité, c'est le pouvoir fraternité, parce qu'on parlait de bourgeois, donc bien sûr, la fraternité, égalité. Et du coup, pour tous ces peuples, pour toutes ces sociétés, c'était question tout simplement de vivre, parce qu'ils étaient quand même condamnés pas seulement à l'anéantissement et destruction culturelle, économique, mais aussi biologique, complètement. Tous ces peuples, disons, les Tchèques, les Polonais, les Lituaniens, etc., tous les autres. Alors, c'était quelque chose qui était quand même à un moment crucial, déjà quand il annonce les 14 points le Ouais. 10 juin,
janvier 1918. 18, C'était ouais, une sorte de révélation, un espoir, vraiment l'espoir ouais. pour tous quand on regarde l'historiographie de tous ces pays-là, l'Hongrie, la Pologne, Tchéquie, pour eux, c'est la première fois un homme politique qui part, qui leur redonne la dignité, en fait, qui Ouais. leur permet d'exister. Parce qu'on savait que ni l'homme bourgeois n'avait pas ces idées, aucun gouvernement occidental, aucun homme politique, il n'avait pas de vision de donner vraiment, parler dans le concept de souveraineté, surtout Mhm. par rapport aux Polonais. C'était quand même les enjeux. Alors c'était quand même révélationnel et ce modèle d'un idéal en fait, une sorte de conscience en fait, parce que je me rappelle qu'il y avait beaucoup ces mots qui se répétaient dans le discours de l'époque, la conscience, un seul Mhm. homme qui a une Mhm. Ouais, conscience. ouais. Alors, Conscience je trouve que universelle, ouais. voilà, c'est ça, conscience. Donc, peut-être parce que vous avez évoqué William James, et je me demande, lui, il avait aussi cette approche métaphysique, donc cette recherche en tant que psychologue. Mhm. Donc, il y avait tout un autre concept de penser solidarité, de créer un ordre, quand même avec tous les dégâts, ou peut-être des choses qui n'étaient pas faites concrètement avec un projet très clair, et pas de nouveau reconstruire un ordre sur les bases politiques, sociales, économiques, penser qu'est-ce que c'est juste juridique, mais justement un idéal de solidarité. Mhm. Et en fait, c'est ce qui m'intéresse. La question est-elle, donc, est-ce que dans le discours interne avec ses collaborateurs, euh, ce mot solidarité, parce que vous avez parlé aussi de solidarité organique, morale, est-ce que Mhm. c'est un mot qui apparaît dans le discours des acteurs, de ceux qui sont à la base, qui écrivent son Mhm. Mhm. discours? Bon, il y avait En- Ouais. aussi, je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler d'Ignacy Paderewski, Mhm. qui avait quand même une grande influence quand même dans ses contacts. Et le Nord qui était présenté déjà en 1917 par rapport à l'ordre européen et surtout l'ordre de l'Europe centrale et orientale. Donc, c'était en mois de janvier, si je m'appelle 17, qui a déjà des premiers discours qu'on parle de souveraineté de la Pologne et en Mhm. général de justice pour ce pays-là. Donc, mais est-ce qu'on, voilà, justement, est-ce que ça révèle la notion de solidarité, égalité, fraternité qui revient dans ce discours Mhm. ou... Chez Wilson, assez peu. Donc, moi, je les ai regardés de façon très attentive là, pendant la première, ses discours pendant la Première Guerre mondiale. Je ne crois pas avoir croisé le mot solidarité. J'ai très peu croisé. Non, je pense que j'ai jamais vu le mot fraternité. Je sais même pas si j'ai vu le mot. Euh, vous avez parlé de solidarité, de fraternité. Il y en a un troisième. Dignité, dignité, Ouais, dignité, dignité, certainement pas. ou justice. Oui, justice très présent. Le Ah ouais, droit est également présent. Et il est beaucoup dans la question de la communauté. Donc, pour lui, c'est la ouais. communauté qui est importante. Euh, Vraiment, j'essaie de me rappeler, mais je crois que j'ai jamais vu le mot solidarité dans les discours de Wilson. Donc, il est vraiment là, dans une tradition politique plus américaine de liberté, euh, 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 droit, opinion publique revient de façon très récurrente, et communauté. Donc, l'idée de la communauté, du regroupement, de la parole collective, là, c'est beaucoup plus important. Euh, je rappelle sur la question des 14 points, en fait, je peux tout à fait réaliser et comprendre ce que ça a pu provoquer comme émotion et comme réaction en Europe centrale, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était la volonté de Wilson également. Donc, en parlant dans les 14 points de l'indépendance des peuples de l'Empire ottoman, de l'Empire austro-hongrois, de l'indépendance des Polonais, c'était justement une volonté de galvaniser ces populations contre les ennemis. Donc, contre les Austro-Hongrois, contre les Allemands. Donc, en 1918, il y a aussi, dans les 14 points, une action de guerre qui est extrêmement importante. Mais la plupart des idées qui sont exprimées en janvier 1918 viennent de l'année précédente, donc en 1917, dans un discours qui est très important, qui est le discours de la paix sans victoire. Oui, Wilson, pour la première fois, va dire, on ne peut pas construire une paix punitive. Si on fait une paix punitive, on ne fait que continuer les haines de la guerre, et la guerre risque de reprendre. Donc, il faut absolument que la paix que l'on construit soit une paix non victorieuse, donc une paix avec cette volonté de construire
une paix durable et pas simplement de punir un adversaire. Alors, c'est un discours qui a été mais conspué par les alliés de Wilson. En fait, Wilson n'était pas, les Américains n'étaient pas encore en guerre à l'époque, mais qui était conspué par les belligérants. Mais l'essentiel de ce qui va être les 14 points est déjà prévu dans son discours de la paix sans victoire. On n'a retenu que cette question de la paix sans victoire, mais c'est déjà là qu'il parle de l'indépendance, de l'autodétermination en d'autres termes, mais de l'indépendance des peuples sous joug colonial. C'est là qu'il parle de la communauté de puissance et non pas d'un équilibre des puissances, qu'il faut construire donc une autre forme de solidarité, sans utiliser le terme, mais une autre forme de solidarité internationale qui passera par la communauté de la puissance et de la sécurité collective, en fait, sans utiliser le terme. Alors, c'est un discours qui est extrêmement important, puis je pense que c'est important de les mettre en parallèle, ces deux-là, lorsqu'on essaie de comprendre comment se construit sa vision politique pour l'après-guerre. Mm. Merci beaucoup. Donc, on pourra prolonger ce Ouais. débat, mais j'ai vu que Michel Tissier voudra poser une question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour et merci beaucoup. Bonjour. J'ai bien suivi, c'était très intéressant et vous avez déjà répondu à une de mes questions, c'était celle de la comparaison avec le discours bolchevique. Mm. Et alors, je me concentre sur la deuxième, qui était sur ce qu'on appelle parfois le racisme de Wilson, mais bon, moi, je ne suis pas très au fait de tout ça, mais simplement, j'ai déjà rencontré, notamment dans des enseignements, une question qui est importante autour du racisme. C'est la question de la clause qu'ont demandé les diplomates Oui, japonais, le gouvernement ouais. japonais, sur l'égalité des races et le rôle que Wilson a joué. Alors, c'est d'après ce que j'enseigne, donc j'espère que je ne dis pas d'erreur, mais c'est pour ça que je veux bien avoir vos lumières contre cette demande. Et puisque le thème, c'est l'ordre international, sachant ce qu'est quand même devenu à ce moment-là la puissance japonaise, qui s'est révélée Ouais. à l'issue de la guerre russo-japonaise. euh, euh, Quelle idée il a de l'évolution en cours dans les rapports de force en Asie orientale, dans la Mm. sphère pacifique plus largement, où évidemment les États-Unis sont impliqués, et, euh, et comment articule-t-il cela avec les ambitions de puissance du Japon qui sont avérées à l'époque, je veux dire, avec la Mm. 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 colonisation de la Corée Ouais. et les revendications sur la Chine pendant la guerre. Comment est-ce qu'il articule ça avec ce qui semble être quand même son idée, c'est-à-dire de maintenir, enfin, de permettre la paix? Mm. Est-ce qu'il y a... Comment, Ah, mon comment, Dieu, comment ça joue? ouais, beaucoup de choses. Je vais essayer de répondre comme je peux à ces questions parce qu'il y a beaucoup de matière là-dedans, puis c'est absolument passionnant comme sujet. Juste pour le rappel, donc, les Japonais ont effectivement proposé une clause qu'on va appeler d'égalité raciale, en fait, mais en fait, ce n'est pas exactement ça dans le contexte précis. Ce qu'ont fait les Japonais, en fait, c'est de proposer dans le pacte de la STN euh, un article qui parlerait au départ de l'égalité de religion, en fait, de liberté de religion, d'égalité de religion, pour éviter que les Japonais en Europe et les Japonais aux États-Unis soient discriminés en raison de leur religion. Donc, c'était le départ là, de cette clause sur l'égalité raciale. Euh, donc, il y avait une portée américaine très claire là, à cette proposition, mais la proposition a fait réagir de façon disproportionnée les Britanniques en particulier, parce que là, c'était une remise en cause générale. Là, si on commençait à accepter la liberté de religion, il fallait à un moment donné accepter l'égalité des coutumes, des cultures, des valeurs, donc d'égalité raciale. Et c'est ça qui a fait complètement basculer le discours. Et Wilson a joué un rôle extrêmement ambigu dans cette discussion. Donc, il s'est très rapidement rallié aux Britanniques, puis par la suite aux Français, pour éviter que les Japonais puissent avoir une telle clause dans le pacte. Euh, et le jour du vote, en fait, la Commission sur la Société des Nations a voté en faveur de la clause japonaise, mais comme il n'y avait pas unanimité sur la question, Wilson a décidé d'évacuer
cet article dans le pacte de la SDN pour ne pas que les Britanniques, en fait, quittent la table des négociations. Donc, on est vraiment là dans un équilibre de négociation, mais c'est clair que cette clause ne plaisait pas à Wilson dans un premier temps. On a beaucoup reproché à Wilson aussi, peut-être pour la deuxième partie de la question, Michel, d'avoir une connaissance très, très vague, en fait, des questions internationales. On entend souvent cette phrase un peu à la rigolade, Wilson qui dit « Ce serait bien ironique si mon deuxième mandat était portait sur les questions internationales parce que c'est vraiment les enjeux intérieurs qui déterminent la politique américaine et jamais les enjeux extérieurs. » Et donc, il n'avait pas une vision très nette même des questions européennes. Hein. C'est beaucoup ses conseillers là, qui ont travaillé pour lui. Et jusque, par exemple, sur la question de l'Autriche-Hongrie, c'est des mois et des mois, hein, le colonel House, pendant des mois, a essayé de convaincre Wilson de s'intéresser à l'Autriche-Hongrie parce que c'était quelque chose qui le désintéressait complètement. Alors, même chose pour la question du Japon. Mais ce qu'on a fait avec le Japon, en fait, c'est que comme on reconnaît le Japon comme une grande puissance qui est assise à la table des négociateurs, des grands vainqueurs de la guerre, eh bien, on va, pour éviter que le Japon ne signe pas le pacte de la SDN après cette vexation de la clause sur l'égalité religieuse qui devient la clause sur l'égalité raciale, on va accorder au Japon la région du Shandong au détriment de la Chine. Donc, on va faire en fait des concessions territoriales au Japon et alimenter en ce sens-là donc son désir impérial pour que le Japon reste à la table de la négociation. Donc là, on est vraiment au cœur là, des manœuvres et des coups bas, hein, de la négociation à la conférence de la paix. Mais Wilson n'avait pas plus une vision très nette de l'avenir des relations internationales du côté asiatique. Pour lui, c'était vraiment ce qui le préoccupait davantage, c'est la présence asiatique aux États-Unis et je le mets entre les guillemets de l'époque, mais la menace que constituaient les Japonais aux États-Unis même comme population immigrante. Merci Alors, je ne sais pas beaucoup. si ça répond, Michel, à la question, mais en fait, c'est voilà, quelques idées en vrac. Ah, il faudrait enlever On le. vous Voilà. entend pas. Ah, pardon. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, pardon. J'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire. Donc, oui, si ça répondait à ma question, mais simplement, c'était sur son attitude ou ses préjugés raciaux. Mm-hmm. D'après votre réponse, ça semblait pas du tout être un élément décisif, important même. Bon, alors que j'ai lu ça et il peut m'arriver de le dire, donc je préfère vérifier. Il Oui, avait de grands préjugés raciaux, mais d'accord. était vraiment dans ce principe, ce qu'il appelle le consentement des gouvernés. J'en ai parlé tout à l'heure, le Oui, Common tout à fait. Council. Mais le Common Council n'est limité qu'aux peuples qui ont la capacité de s'autogouverner. Donc, Oui, il est d'accord. vraiment dans la pensée impériale là, et coloniale tout à fait Classique. traditionnelle. Voilà, exactement. Et donc, ce droit-là, on ne peut pas l'accorder aux Noirs américains, C'est on ne ça. peut pas l'accorder aux Noirs africains, on ne peut pas l'accorder, on va l'accorder à certaines populations du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, mais ça reste très, très, très. Donc, il y a une vision très, très, très paternaliste, en fait, Qui en ce s'exprime avec sens-là. le statut des mandats, par Exactement. exemple. D'accord. Ok. Exactement. Exactement. Merci. Avec plaisir. Si, peut-être la place pour la toute dernière question. Irène, tu voudrais poser? Ah, On Irène, t'entend le pas, on t'entend micro. pas. Merci infiniment, Kat. C'était absolument passionnant. J'aimerais juste tout d'abord rebondir sur la dernière question de Michel. Effectivement, pour avoir un peu étudié le rapport de Wilson à la guerre civile, il est absolument clair qu'il était très raciste. Enfin, c'est quand Ouais. même quelqu'un des États du Sud. Et même s'il a essayé de le camoufler un peu, je crois qu'il y a une abondante littérature à ce sujet-là. Mais j'aimerais revenir là sur ce double portrait absolument fascinant qui, me semble-t-il, montre une chose très claire, c'est que la manière d'envisager la solidarité dépend de l'endroit où on est. Alors, ça paraît totalement banal, mais là, j'ai l'impression qu'on a deux personnages qui sont dans une situation presque opposée, c'est-à-dire qu'on en a un qui a une stature mondiale, qui a une envergure politique, même si
Vous venez de dire que voilà, il savait pas grand-chose sur la politique internationale, et ça, je le crois Mm. volontiers. J'ai Ouais. l'impression qu'il s'est laissé avoir, qu'il y avait énormément de choses qu'il n'avait pas prévues. J'imagine que pour les Britanniques, ça a dû être épouvantable parce que ça se disait, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Il est en train de nous poignarder dans le dos. Et donc, mais qui a une envergure politique énorme, sans avoir lui-même vécu la guerre Mhm. proprement, alors qu'il est opposé à Bourgeois qui, lui, au contraire, a vécu la guerre et se méfie énormément, évidemment, des empires centraux. Et Ouais. puis, par contre, a quand même des responsabilités politiques moindres. Et là, finalement, cette flexibilité dont vous avez parlé, il me semble que c'est juste de l'opportunisme Mm. politique. Mm. Ça, il dit Mm. quelque chose et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Contrairement à Michel, j'avais pas fait le lien avec les bolcheviks, mais ça paraît tout à fait non seulement plausible, mais extrêmement éclairant de voir cette prise de position sur l'autodétermination comme étant une espèce de manière d'essayer de réduire les bolcheviks, ou en tout cas de confisquer un argument de vente Mm. extraordinaire. Euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Là, je me suis laissée emporter par l'élan. Ben, Mais entre cet homme politique réaliste, en fait, qui doit composer avec la réalité, puis bourgeois qui, lui, peut rester voilà, a voilà, le c'est ça. loisir de rester sur ses principes. Donc, il y a Ouais. peut-être les deux. Là, c'est vous-même Ouais. qui avez dit qu'il est considéré comme une figure très ambivalente. Alors, Mhm. il y a d'un côté son idéalisme, sa foi dans des vertus, dans des valeurs qui sont communément partagées, mais de l'autre côté, quand même, le fait qu'il faut s'adapter aux réalités et qu'une fois que, oups, il avait dit des bêtises, ben, il a bien fallu, d'une manière ou d'une autre, réajuster le tir, hein. Alors même que Bourgeois n'avait pas ce genre de problème, même si, enfin, si mes souvenirs sont bons, il y a quand même eu tout un système de sanctions qui a été mis sur pied par la SDN. Enfin, c'était pas forcément des sanctions qui ont été très très utiles, Mhm. Mhm. et puis qui à la fin de toute manière ont été abandonnées. Ouais. Mais de manière, enfin, à la fin, Bourgeois a quand même eu, il a quand même son avis a quand même prévalu, non? Ben, il y a des sanctions possibles, effectivement. Ce que Bourgeois présentait, c'était l'idéal de l'organisation. Ben, en fait, comme je le dis, son propos est extrêmement cohérent, hein. Si on considère que une société internationale est comme une société nationale, eh bien, il va falloir qu'il y ait un droit, il va falloir qu'il y ait une police, il va falloir qu'il y ait des sanctions, il va falloir donc tout ça. Mais ce réflexe analogique, il faut comprendre il est forcément faux, hein, parce qu'une société internationale, ce n'est pas une société. Donc, c'est sûr que ça permet de penser l'ordre mondial, mais en même temps, c'est un des défauts de Bourgeois, c'est justement de faire cette analogie ou cette similarité comme quelque chose de tout à fait linéaire, c'est-à-dire que c'est la même c'est juste l'échelle qui est différente. Et on le sait bien, dans l'ordre international, il n'y a pas de surétat, et donc comme il n'y a pas de surétat, comme il n'y a pas de justice mondiale, on ne peut pas y parvenir. Et dans le fond, le projet de Bourgeois, si on va aller si on le poursuit à son extrême, c'est une société des nations qui aurait une stature supra-internationale, c'est-à-dire qui serait au-dessus des États. Et c'est ça que Wilson ne peut pas accepter. Et c'est pour ça que l'idée d'un état-major international, d'une police internationale, de sanctions précises et marquées dans le pacte de la Société des Nations est pour lui absolument intolérable. Parce que la société de Wilson, c'est une société de common counsel, c'est une société de consentement des gouvernés, alors que la société de Bourgeois, c'est une société structurée avec des règles bien précises et bien fixées. Et ce qu'il faut comprendre aussi, moi, c'est ce que j'ai essayé de développer dans ma thèse de doctorat, c'est que pour les Français, la peur de, d'une nouvelle invasion allemande, la conscience aussi de la faiblesse momentanée de la France, leur fait dire en fait qu'il est préférable que tout le monde remette en cause sa souveraineté au nom de la paix, parce que c'est ce qui peut garantir à la France sa sécurité également. Donc, moi, j'avais montré dans ma thèse qu'en fait, au contraire de ce qu'on croit, les Français qui écrivent sur la paix durable pendant la Première Guerre mondiale et surtout vers la fin de la guerre sont très généralement en faveur de la remise en cause de la souveraineté nationale, parce que c'est à l'avantage de la France.
Et c'est une façon de garantir la puissance française, en fait. Et ça, évidemment, c'est intolérable pour Wilson. Tout l'ordre mondial, c'est fait sur ça sert à garantir la souveraineté. Et c'est pour ça que les nations se sont battues. Donc, il y a quelque chose aussi de tout à fait cohérent dans ce propos de dire, on ne vient pas de faire la guerre pendant 4 ans pour remettre en cause la souveraineté nationale au terme de la guerre. C'est pour ça que les nations se sont battues pendant 4 ans pour garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté. Mais par ailleurs, ce propos sur la souveraineté et l'intégrité, il est contradictoire puisque Wilson nous dit que l'ordre international est toujours en évolution, toujours fixé, toujours infixé, toujours en évolution et qu'on doit justement constamment l'adapter. Mais si on fixe les États de façon, leur souveraineté et leur intégrité territoriale est fixée à jamais, eh bien là, on crée un statu quo territorial qui ne correspond pas à la réalité des relations internationales non plus. Donc, tous ces propos-là, en fait, sont des idées qui sont constamment confrontées à la réalité des relations internationales. Puis c'est là qu'on voit toujours leur propre faiblesse, leur propre carence. Oui, puis enfin, pour rebondir sur ce que vient de dire Renata, qui ont leur vie propre, c'est-à-dire à Oui, partir du moment où elles sont appropriées par les populations elles-mêmes, eh bien après, absolument. il faut se débrouiller avec ça aussi, et C'est ça. c'est Et un niveau de complexité supplémentaire. Oui. tout à fait. Puis, tu sais, Renata, justement, juste pour faire le pont avec la première question, j'ai regardé aussi les lettres, par exemple, qu'on avait envoyées depuis l'Empire austro-hongrois à Wilson, qui parlent justement de l'indépendance des nations qui composent l'Empire austro-hongrois. Et c'est fascinant de voir à quel point ces gens sont au courant de ce que dit Wilson. Donc, ça montre aussi la dimension mondiale et la diffusion mondiale de ces propos et sont toujours en train de les utiliser. Vous avez dit telle chose, eh bien, regardez, le peuple tchèque, justement, est en faveur de ça. Vous devez nous aider à réaliser notre indépendance. Donc, on est toujours en train de récupérer et de réutiliser Wilson à ses propres fins. Et c'est ça, en fait, le grand drame de Wilson, c'est que ses paroles il a perdu le contrôle, en fait, de ses propres paroles en 1918-1919. Mais moi, si je me permets, je dirais quand même d'autres choses aussi, qu'en fait, il a répondu, il y a toujours un horizon d'attente et d'espoir. Ouais, ouais. Finalement, il a répondu à tout ce qui était, parce que quand vous analysez les penseurs polonais, tchèques, hongrois de cette époque, il y a cette grande analyse et l'espoir que cette guerre, enfin, va amener Oui. l'indépendance, souveraineté. Donc, du coup, ces paroles ont répondu. Et par ailleurs, je reviens quand même parce qu'il me semble que c'est, oui, déjà 22 janvier, si je m'appelle bien la date, de 1917 déjà, donc bien avant la révolution, Mm. avant les bolcheviks, il parlait de la souveraineté, en tout cas de la Pologne, ça je suis sûre, et qui parlait de la souveraineté dans le temps d'indépendance de ce peuple. Donc ça répondait en fait aux espoirs. Donc Ouais. ça a répondu parce que ces espoirs étaient déjà là, il y avait déjà des programmes, il y avait un mécontentement parce qu'il n'y avait aucune idée de solidarité de la part ni des gouvernements, ni des hommes d'État, ni des penseurs occidentaux pendant la guerre. Alors que ce peuple, surtout en Europe centrale, les Tchèques, les Polonais, les Hongrois, voilà, les Slovaques, etc., il était partagé dans les armées, il s'est battu pour les autres. Voilà, il mourait sans avoir l'espoir. Mm. Voilà. Et je pense que ça a répondu justement à cette idée des communautés, parce que vous avez montré les communautés. Ce qui était, c'est ça que Irène parlait et mentionnait, ces contextes culturels qui étaient importants et qui avait cette malcompréhension au niveau, on le voit bien par rapport aux penseurs de l'Europe centrale orientale, par exemple entre les penseurs français et polonais, avec toute cette grande fascination pour la France, parce que c'était un autre concept de l'État, de la nation, des communautés, Ouais. et même de solidarité. C'était toujours le même principe, Absolument. dignité, fraternité, mais qui était compréhensible différemment. Ici, c'était très fortement lié à la notion de la Mhm. liberté nationale, Ouais. de droit d'exister tout simplement en tant qu'individu. Mm. Donc, Mais, ça a mais répondu. Donc, finalement, ça a répondu parce qu'il a répondu à quelque chose que tout le monde attendait, en fait. Et je pense c'est qu'aussi ailleurs, mais voilà, bien sûr, dans ces contextes européens, voilà, il y a les gens. mais vous avez tout à fait raison parce que c'est pourquoi ces paroles ont pris une telle portée aussi, parce qu'elles étaient en résonance avec des espoirs qui étaient là. Et ce qui frappe les gens de l'époque, c'est que c'est la première fois qu'on a
un homme d'une grande puissance, un chef d'État d'une grande puissance qui ose dire des choses comme celle-là. Et ce qu'il dit sur la paix, moi, je fais ce que vous dites sur l'Europe centrale résonne avec ce que j'ai Oui. fait sur la paix, c'est qu'il fait exactement ça, c'est-à-dire qu'il a cette capacité de saisir le moment. Et là, c'est très Jamesien là, comme idée. Il a cette capacité de saisir l'espoir des gens et de le matérialiser, en fait, de le transformer en discours. Le hic, c'est que cette transformation de discours ne se matérialise pas justement par la suite par des actions. Et ça va se faire avec l'indépendance des nations de l'ex-empire austro-hongrois et de l'Empire russe, ça c'est clair. Mais pour ce qui est de la paix, c'est clair qu'il déçoit énormément parce que son projet de paix est tellement réduit par rapport à la portée de ses paroles et par rapport à l'espoir que porte Wilson. Et c'est ça la grande déception de l'entre-deux-guerres, en fait. La grande déception, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Malgré ce besoin et cet espoir phénoménal de l'après-guerre, de cette idée que cette catastrophe-là doit absolument mener à un autre monde. Et Wilson n'arrive pas à suivre ses paroles dans ce contexte-là. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Je pense qu'on voudra poursuivre ce débat. Le temps est très court, on se rend compte. Donc donc voilà, on doit malheureusement clore pour aujourd'hui. Donc merci beaucoup, Karl Bouchard, pour cette Avec grand analyse plaisir. vraiment absolument Merci. passionnant et pour cette discussion passionnante, pour surtout ces questions. Alors je me permets alors de vous donner déjà à toutes et à tous le rendez-vous le 19 avril pour débattre autour de la problématique des droits de l'homme en compagnie d'Irène Herman et François Courvoisier. Et encore merci beaucoup de nous faire l'amitié pour votre présence. Et merci à tous et à tout bientôt.